De retour sur le plateau d'Éclair TV, oui, toujours la chaîne 23, on ne change pas, on ne bouge pas, tous les jours, midi, 18h, 23h, c'est qu'à nous faire, on vous présente un petit peu les forces vives de l'île et bien sûr, on vous parle de littérature, on vous parle de poésie parce que vous, public de la Guadeloupe, vous adorez ça, et oui, et bien sûr, je reçois une spécialiste, elle vient tout juste de sortir son recueil, elle est avec moi sur le plateau, j'ai l'honneur de recevoir Laure Carrère, qu'à nous faire. En Caquimbé. Ah, c'est important. Voilà. En on plus, est là, on tient. Là, on est en vacances, là, parce que toutes les épreuves sont terminées. Presque en vacances, pas tout à fait. Hein. Bien sûr, parce que... On est encore tenu par le rectorat jusqu'au 13 juillet. Parce que tu es donc prof de philosophie, si je ne me trompe pas. Non, tu es de français. De français. De français. J'étais allé loin. C'est parce que je trouve que... En fait, souvent, on me dit... Pourquoi on confond le français et la philosophie? Parce que quelque part, c'est un peu proche, mais disons que la philosophie, c'est vraiment la réflexion sur l'homme... son environnement. Mais en fait, beaucoup d'auteurs français du XVIIe, du XVIIIe étaient des philosophes. Donc, et est-ce qu'il ne faut pas un petit peu de philosophie justement pour écrire de la poésie? Forcément, je pense que le simple fait de s'interroger sur l'humain, sur notre devenir, sur nos émotions, sur qui nous sommes, d'où venons-nous, oui. Oui, c'est lié. En fait, c'est vrai que l'éducation nationale a tendance à mettre dans des cases. À mettre dans des cases, mais en fait, tout est lié. En fait, par exemple, au XVIIe siècle, quelqu'un comme Diderot, il était à la fois mathématicien, philosophe, homme de lettres. Il n'y avait pas de cloison comme ça. Bon, là, quand on est en maths, on est en maths. En maths, exactement. Il ne faut pas confondre maths et physique, physique et biologie. C'est dommage, parce qu'en fait, tout part de la réflexion. Alors, d'où vient ton amour justement pour la poésie? Est-ce que c'est de la réflexion? Alors, en fait, je pense que ça fait des années. Depuis toute petite, je pense, j'écrivais des petites choses comme ça que je ressentais en fonction de ce que j'avais vécu dans la journée. Pas forcément un journal intime, mais vraiment ce que j'avais perçu, ressenti, ce qui m'était arrivé. Et voilà, ça a commencé comme ça. Bon, évidemment, tous ces petits cahiers, je les ai perdus, hélas. Mais il ne faut jamais perdre ces cahiers d'enfance. Oui, mais bon, après, on part faire des études, on amène des trucs, on perd les choses. Et les parents jettent. Et les parents jettent. Alors, j'ai quand même retrouvé un petit cahier chez ma mère il y a un an. Ça m'a fait tout bizarre de voir mon écriture et tout. Je devais avoir 9 ans, je sais pas. Vraiment la grosse émotion et tout. Et, mais bon, donc voilà. Donc oui, la poésie me vient du fait que je suis fan de Baudelaire. Alors évidemment, je n'ai pas... son niveau, soyons sérieux. On laisse le public en juger. Ah non, mais voilà. Mais n'empêche que Baudelaire, c'est pour moi l'homme qui m'a émue, qui m'a fait aimer la poésie. Alors évidemment, dans les petites classes, on apprend Verlaine, on apprend Hugo, bien entendu, l'incontournable. Mais au lycée, quand j'ai découvert Baudelaire, vraiment, je suis tombée amoureuse. Et d'ailleurs, quand je l'enseigne à mes élèves, ils me regardent et me disent Madame, ça va? Parce que là, vous êtes partie. Là. Vous avez des étoiles dans les yeux. Mais complètement passionnée de cette poésie-là, en fait. Après, il y a René Char, il y a Guillaume Apollinaire, etc. Chateaubriand, tout ça, j'aime bien aussi. Mais je ne sais pas, Baudelaire, cet homme qui est capable de parler d'une charogne, un animal en décomposition, et d'en faire une magnifique poésie, il est fort. Justement, est-ce que cet amour que tu as, tu le perçois souvent chez tes élèves? Est-ce que l'amour de la littérature, de la poésie, de l'écriture, de la lecture est toujours dans la tête et dans les mœurs de nos jeunes? Ou est-ce que ça a disparu? Ah non, ça a totalement disparu. Les jeunes ne lisent plus du tout. Quand vous leur donnez un texte de 5 lignes, c'est « Oh, tout ça, madame !» De 5 lignes? Non, les gars, montez à 10 au moins. Donc non, mais moi j'essaie de leur insuffler ça. Par exemple, je crée, en tout cas, quand j'enseignais en Martinique, j'ai créé des ateliers de poésie, de lecture, d'écriture surtout. J'ai eu des élèves qui ont écrit des pièces de théâtre, qu'ils ont monté et joué eux-mêmes. Certains ont publié des nouvelles, etc. Donc non, vraiment, j'essaie de leur insuffler ça. Mais c'est évident. C'est pas évident. Tu penses que c'est aussi à cause de tout ce qui est nouvelles technologies, peut-être les distractions externes qu'on a, et puis même lorsqu'on écrit un SMS ou un texto, même le toi qui es prof de français, tu vois la différence? Est-ce que ça se retrouve dans les copies? Je souffre. On est ONT. Ça m'a fait mal. À la limite, si ce n'était que ça. Mais c'est des trucs, c'est Quelles sont les plus grosses aberrations que tu remarques dans les copies? Par exemple, plus personne ne sait ce que c'est que le pluriel. Alors, par exemple, les enfants dorment ES. C'est tout. Et par contre, les voitures, ENT.
Ouais. C'est fou. Et tu leur as demandé pourquoi, comment ce raisonnement est arrivé? C'est à cause des messages? Ils ne savent pas. Et pourtant, chaque année, depuis... Alors moi, j'enseigne en collège et lycée. On leur apprend ça dès les toutes petites classes. Le pluriel, c'est la base. En Martinique, j'enseignais surtout en post-bac. En BTS, je revoyais le pluriel en BTS. En BTS, tu revoyais BTS. D'accord. Je revoyais ce que c'est. Mon premier cours, c'est qu'est-ce qu'une phrase en BTS. Sujet, verbe, complément. Vous dites ça. Eux, ils me répondent, ça commence par une majuscule, ça se termine par un point. Courage les profs, on est avec vous de tout cœur. Mais bon, malgré tout, je suis très engagée, très impliquée. Important. Parce que je me dis que si jamais vous avez affaire à un prof qui ne croit plus en son métier, c'est pas la peine. Et je pense qu'une fois que tu les as, comme on dit, piqués, je crois qu'ils sont addicts, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'en passer après. Mais par exemple, quand ils ont su que j'avais donc publié ce livre, beaucoup de mes élèves m'ont dit « Madame, j'en veux un, j'en veux un ». Et beaucoup d'élèves me l'ont acheté, ils voulaient une dédicace et tout, ça m'a touchée. Oui, il faut réinventer l'amour pour la lecture. Voilà, ils vous connaissent, donc forcément, ils veulent les poèmes de Laure. On va en parler, c'est le tout premier recueil, l'introspection. Est-ce que le confinement et toute cette période un petit peu frustrante fait partie intégrante de ton inspiration? Alors en fait, j'ai commencé quand même à écrire depuis 2014. Je suis rentrée au pays, parce que je vivais en Martinique, je suis rentrée donc en 2014. J'avais déjà commencé à écrire en 2013 beaucoup plus régulièrement. J'ai écrit aussi en 2009, au moment des événements. Bon, moi, je les ai vécus en Martinique. Mais bon, toute cette partie-là, je ne l'ai pas mise dans le recueil. Parce que c'est une partie beaucoup plus revendicative. Ok, ça sera pour plus tard. Peut-être, peut-être. Mais en fait, depuis 2014, véritablement, c'est à partir de ce moment-là, depuis que je suis rentrée, j'appelle ça mon cahier de retour au pays natal, en fait. Ok, voilà, excellent. C'est toutes mes observations, tout ce que j'ai pu vivre aussi de personnel, ce que j'ai pu observer dans la société. Voilà, c'est ce qui a nourri un peu mon écriture. Et qu'est-ce que tu as donc pu faire ressortir de notre société guadeloupéenne déjà? Alors, par exemple, j'ai constaté qu'on a beaucoup de mal avec notre sensibilité. Pas simplement les femmes, et les hommes, même si votre éducation a changé, mais je me rends compte qu'il y a encore ce blocage à pouvoir dire j'aime, j'ai mal, je suis triste, parce qu'effectivement, on a des injonctions comme ça qui font que faut nous être solides, etc. Alors qu'en fait, la sensibilité, pouvoir être en phase avec sa sensibilité, c'est être fort. Parce que c'est accepter pleinement son humanité. Voilà. Et moi, c'est ce que j'essaie de montrer à travers ce recueil. Moi, je suis aussi une féministe. Je me rends compte que souvent, on a des féministes une image de femmes froides, de femmes aigries, de femmes... Alors, pas du tout. Et justement, à travers ce recueil, c'est ce que je dis. Je suis une femme, je m'intéresse à toutes les problématiques qui touchent les femmes, ces violences, cette difficulté que l'on a encore à percer le plafond de verre, etc. Mais je me dis que ce n'est pas en adoptant des comportements masculins qu'on changera la société. Mon féminisme, à moi, c'est de me dire que je suis une femme, physiquement en tout cas, c'est comme ça que la société définit quelqu'un qui ressemble. Mais être femme, ce n'est pas faire la vaisselle, ce n'est pas faire ceci, c'est choisir sa vie, c'est choisir son fonctionnement. Et je me dis que l'apparence que j'ai ne doit pas être limitante. Et je me dis que aussi, il faut qu'on apprenne, nous femmes, à être en phase avec cette sensibilité. Je ne suis pas une femme potomitan, par exemple. Ok. C'est vrai qu'il y a un petit débat autour de ce terme. Il gêne souvent. Et apparemment, tu es du côté où voilà, on n'aime pas trop parce que ça gêne. Je n'aime pas du tout. Mais parce qu'en fait... Il y a trop de responsabilités sur les épaules de la femme, tu penses? Mais c'est ça. En fait, du coup, on empêche à cette femme d'être elle-même. Et on l'accuse de tout. Donc c'est elle qui tient cette maison, elle n'a pas le droit de s'effondrer, elle n'a pas le droit de montrer sa sensibilité, elle n'a pas le droit de dire qu'elle en a marre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de dépression dans notre société. Moi, je m'en suis rendu compte. Et parce que justement, quand on est en phase avec ses émotions, quand on les accepte, alors du coup, on évacue simplement certaines choses. Mais quand on fait semblant, quand on est dans ce faire semblant, qu'on refuse, on sait qu'on ne va pas bien, mais on va dire « Ah ouais, ça va » sur les réseaux sociaux. Donc, non. Donc, à travers ce recueil, je dis « J'ai mal quand j'ai mal. Je dis que j'ai mal. Quand je suis triste, je dis que je suis triste. » Et c'est beau aussi, la tristesse. C'est beau aussi d'avoir mal. Il n'y a pas que la joie qui soit hyper fun.
on peut trouver de la beauté dans la tristesse. Mais le problème est que souvent, je me fais un petit peu l'avocat du diable, est-ce que notre société est prête à accueillir la tristesse? Parce que souvent, malheureusement, quelqu'un qui met en avant ses problèmes, ses faiblesses, est pointé du doigt, critiqué, même moqué. Donc là encore, comment s'adapter à ce que tu dis exactement, c'est-à-dire accepter qui on est, ses souffrances et compagnie, dans une société qui est assez dure, que faut-il changer? L'éducation. L'éducation. Alors là, moi, j'en reviens systématiquement à cela. On a un problème dans la manière dont on éduque nos enfants. Je te prends un exemple. J'ai un fils qui a 21 ans. Ouais. Et un jour, on regardait un film, il devait avoir 8 ans, et il me dit « Maman, ce film me touche beaucoup, j'ai envie de pleurer. » Mais comme je suis un garçon, j'ai dit « Non, pleurer n'est pas féminin, pleurer c'est humain. Ouais. On a tous un système lacrymal qui fonctionne, et quand certains hommes ne pleurent pas, c'est parce que justement, vous avez reçu tellement d'injonctions comme quoi on vrai bougza pas qu'à pleurer, alors qu'en fait, un homme, une femme, ce sont juste des êtres humains. Ouais. Donc moi, j'ai appris à mon fils à être en phase avec ses émotions. Okay. Et j'ai dit, ça fera de toi un homme, mon fils. Tu seras un homme parce que justement, tu seras capable d'accepter toutes les phases de ta vie. Et tu ne seras pas dans un faire semblant. Donc je pense que c'est à cette éducation qu'il faut revenir. Okay. Mais pour pouvoir éduquer comme ça, il faut soi-même qu'on ait fait un cheminement. Et le problème, quand je dis souvent, quand je vois qu'on attaque souvent la jeunesse, je me dis attention, ils ont des parents. C'est pas une génération, c'est pas des champignons. Ils n'ont pas fait qu'apparaître sur la planète Terre. Exactement, donc, tu as raison. Et je me dis que ça, c'est dommage en fait. Il faudrait que chacun de nous, adultes, ayons cette prise de conscience, fassions ce cheminement-là. Quels sont les retours que tu as eus? Tu m'as envoyé 2-3 retours en off et justement, j'ai vu que j'ai l'impression que tu as mis beaucoup de questionnements dans la tête des lecteurs. Est-ce que tu t'attendais à ça? Et est-ce que les retours et les questions qui se sont eux-mêmes posées, en même temps, c'est un petit peu ton objectif? Alors oui, en fait, c'est vrai que je n'ai dit à personne que finalement, j'étais en train de sortir ce recueil. Ok, donc c'est une surprise. Je publie sur Facebook de temps en temps depuis 2014 des choses. Et souvent, mes amis et d'autres personnes que je ne connaissais pas me disaient « mais c'est très beau, mais pourquoi vous ne publiez pas? Pourquoi vous ne publiez pas ?» Et en fait, bon, moi, comme je disais à mes amis proches qui m'encourageaient, je disais « oui, mais moi, je ne suis pas… Qui suis-je? Je ne suis pas légitime. Mon pain, voilà quoi !» Et on m'a dit « non, mais justement, Laure, tu devrais. » Et donc, l'an dernier, le 22 octobre, j'avais déjà contacté Monsieur Nestor, il m'a reçu et l'aventure a commencé comme ça. Okay. Mais j'ai fait marche avant, marche arrière, j'ai eu des doutes, je me suis dit… Et lui-même, Monsieur Nestor m'a dit « Madame Tarère, ça ne vous intéresse plus ?» Il me dit « Parce que je ne sais pas, vous avez disparu, j'entends plus parler de vous. » Et il m'est arrivé quelque chose de douloureux. Ma mère est tombée malade, très gravement malade en mars, le 6 mars. Et ça m'a boostée parce que je lui avais parlé de ce projet. Ouais. Et un jour que j'étais allée la voir à l'hôpital, elle me dit « Mais au fait, tu l'écris plus ton livre ?» Et là, je me suis dit « Elle est en train de partir. J'aurais aimé qu'elle voie cela, qu'elle voie que j'ai atteint cet objectif. » Et là, je ne sais pas, ça m'a donné un coup de fouet. Et là, je me suis dit « Ouais. » Et j'ai repris la mise en place, la mise en forme de l'ouvrage, etc. Et il est sorti le 1er juin. Voilà, disponible partout, je suppose. Il est disponible à la librairie générale, il est disponible, hier j'étais à la boutique de la presse, il y est. Il sera bientôt disponible en Martinique, parce que comme j'ai vécu très longtemps en Martinique, donc il est très réclamé en Martinique. Mais oui. Donc voilà. En plus, j'adore le jeu de mots, les poèmes de Laure. Justement, est-ce qu'il y a une énorme différence entre notre société guadeloupéenne et donc la société martiniquaise? Nous sommes un petit peu les îles sœurs. Est-ce qu'on fonctionne de la même façon? Alors évidemment qu'il y a des différences, puisque bon, je veux dire, on n'est pas là non plus pour se ressembler. Et là, je fais un petit clin d'œil à mon pote Mathieu Gama. J'estime que nous faisons peuple, c'est-à-dire qu'avec nos spécificités, nos particularités, moi qui ai vécu 29 ans quand même en Martinique, je ne me suis pas sentie déroutée. Alors évidemment, il existe toujours cette petite guéguerre Martinique-Guadeloupe. Quand j'étais de bonne humeur, je blaguais avec, sinon je laissais couler. Maintenant, je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que les Martiniquais nous voient comme des gens très révolutionnaires, très… J'aime à rappeler à mes amis guadeloupéens qu'il y a 3 maires indépendantistes en Martinique.
Mais c'est drôle, puisque en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2-3 mois, ici, on voyait les Martiniquais un petit peu plus révolutionnaires. Comme quoi, les gars, on est ensemble, hein, c'est frères et sœurs, c'est vraiment c'est la même chose. Mais est-ce que la femme a la même responsabilité qu'en Guadeloupe? Parce que l'image de la femme est pareille? Non. Alors, moi, d'après ce que j'ai vécu, d'après ce que je voyais aussi, j'ai constaté qu'il y avait moins de femmes martiniquaises en politique qu'en Guadeloupe. D'accord. En Guadeloupe, on a toujours eu des maires, on a toujours eu des femmes qui avaient de hautes responsabilités. En Martinique, ça commence à se faire. Donc, j'ai vu cette différence-là et ça m'a interpellée. Donc, quand j'ai discuté avec mes amis, effectivement, la sphère politique était réservée essentiellement aux hommes parce que l'on estimait, alors je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, j'assume, que la femme devait se contenter d'être jolie, la jolie martiniquaise. Voilà, donc elle n'a pas besoin d'être une intellectuelle, etc. Par exemple, je prends l'exemple de la première femme d'Aimé Césaire, Suzanne Roussy, qui, elle, a vraiment écrit des choses intéressantes, etc. Qui connaît Suzanne Roussy? Exact. Elle est très peu connue, sauf de ceux qui écrivent, qui lisent, etc. Alors que c'est, avec les sœurs Nardal, des femmes qui tenaient salon littéraire à Paris. Et c'était des salons littéraires très courus, où tous les intellectuels se réunissaient. Mais je veux dire que, bon, on en parle moins que Césaire, que Senghor, que Damas. Donc je me dis que ça m'a interpellée et je me suis dit, voilà, cette petite différence que j'ai constatée, c'est qu'en Guadeloupe, il y a quand même plus de femmes, même maintenant ça change, hein, mais quand même pendant longtemps, il y a eu plus de femmes qui s'engageaient en politique. Qui s'engageait aussi en tant que chef d'entreprise. Là, étant entendu, tu verras, il y aura 2 fois plus de femmes martiniquaises en politique. En tout cas, on vous rappelle que les poèmes de Laure, encore une fois, j'adore ce nom. Ce nom est super bien choisi, le petit jeu de mots. Eh bien, c'est disponible partout, recueil de poésie, qui va vous faire vous interroger sur vous-même, sur notre société, sur notre relation entre nous. Que faut-il, que peut-on, avant de balancer bien sûr les adresses sur les réseaux sociaux, que peux-tu rajouter sur ton recueil? Ta caméra est juste là. Vas-y, les téléspectateurs t'écoutent. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'à travers ce recueil, je fais l'éloge de la sensibilité, je fais l'éloge des émotions et je me dis, réconcilions-nous avec cette part, parfois cette part d'ombre, mais cette part de bonheur, cette part de sensualité, parce que je parle aussi de sensualité et d'amour dans ce poème, des mains, du regard, du corps, de tout ce qui fait de nous, tout ce qui fait de moi la femme que je suis. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. N'hésitez pas, lisez-le. C'est une balade poétique en fait à laquelle je vous invite. Franchement, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est excellent. Vous allez adorer. Laure Tarrère était là, mais là, si on veut te poser plus de questions, si on veut te contacter, est-ce que tu es disponible sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, un site internet, Instagram, TikTok, Snapchat? Dis-nous tout, de toute façon, cela va s'afficher juste ici. Alors effectivement, on peut me contacter donc, sur ma page Facebook, Laure Tarrère, mais aussi ma page Facebook, Les poèmes de Laure et autres récits. J'ai aussi un blog, Overblog, Les poèmes de Laure et autres récits, et ma page Instagram, Laure Tarrère. Voilà. Excellent, alors n'hésitez pas encore une fois, c'est du pour nous, par nous. Et oui, tout ça c'est local. Est-ce que je pourrais quand même ajouter quelque chose? Ajoute ce que tu veux, c'est ton émission. Alors je tiens à remercier donc 2 personnes. Un grand auteur, Ernest Pépin, qui m'a fait ma dédicace. Et je suis très honorée parce que c'est un auteur pour lequel j'ai une grande admiration. Et aussi Goody, Gilles Eugène, le plasticien, qui, bon, dans le recueil, vous verrez qu'il y a pas mal de ses tableaux. Et c'est lui aussi à qui on doit la première de couverture. Donc vraiment, je tiens à remercier ces 2 personnes du fond du cœur. Merci Ernest Pépin, merci Goody. Et moi, je tiens à te remercier d'être venu sur le plateau, nous faire découvrir ton univers. C'était excellent, on a envie de rester avec toi au moins 1 heure. C'est vraiment, tes élèves, ils ont de la chance. Ils doivent t'écouter, mais personne ne parle dans la salle. En tout cas, les élèves, si vous parlez, il n'y a pas des professeurs comme ça partout. Attention, donc chérissez votre professeur. Merci encore. Et puis surtout, si tu veux revenir sur le plateau, nous parler, échanger avec nous, parler de sensibilité, tu es la bienvenue, tu connais le chemin, il n'y a pas de cadenas sur la porte. Merci. En tout cas, à très bientôt. Ça m'a fait très plaisir d'être là. Franchement, le plaisir est partagé. Tu reviens quand tu veux. Nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.